En 2024, le Maroc est devenu le plus grand producteur automobile du continent africain et se rapproche du top 20 mondial. Il ne faut pas s'étonner de voir le Maroc dépasser l'Italie dans les années à venir. Comment ce pays modeste a réussi à se faire une place parmi les plus grands de ce monde, et ce dans un secteur hautement concurrentiel et technique? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette série de vidéos sur l'industrie automobile au Maroc. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir les premiers pas du Maroc dans l'automobile, industrie qui a fêté en 2020 ses 60 ans d'activité ininterrompue sur son territoire. En 1892, le sultan Hassan Ier a acquis la Daimler Schroederwagen, dotée du premier moteur à essence fonctionnel de l'histoire. Le souverain venait ainsi d'introduire au Maroc la première voiture de son histoire. Au total, Daimler n'avait en tout produit cette année-là que 4 modèles. Dans toute l'Europe, la production ne dépassait pas les 200 voitures. L'industrie automobile n'était encore qu'à sa naissance. À cette époque, l'industrie au sens large était quasi inexistante au Maroc. Le pays avait brillamment raté le virage historique de la révolution industrielle, pourtant géographiquement situé très proche de son épicentre. Les infrastructures modernes étaient inexistantes, les routes étaient primitives et le transport essentiellement basé sur les caravanes, les chevaux et les mules. Il n'y avait pas de chemin de fer et encore moins d'automobiles. La roue, connue pourtant depuis l'Antiquité, n'est que très peu utilisée en dehors des villes où il y avait quelques charrettes, introduites par les Européens au début du XXe siècle. Les déplacements étaient très compliqués. Par exemple, un voyage par route entre Tanger et Fès, qui nécessite seulement 4 heures et 15 minutes aujourd'hui, s'effectuait entre 7 et 10 jours en été. En hiver, il fallait plus d'un mois, à cause de l'état impraticable des chemins remplis de boue. Plus qu'une absence d'industrie, le Maroc manquait des bases, c'est-à-dire des routes. Comme disait l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, la route du développement passe par le développement de la route. Dès le début du protectorat en 1912, Lyautey confie au génie militaire la réalisation d'un premier programme de construction de 1400 km de route en 5 ans. L'objectif du résident général est stratégique, permettre un déplacement rapide des troupes et une maîtrise du territoire par l'État. Dans les premières années du protectorat, Lyautey s'est principalement concentré sur la construction d'infrastructures. L'introduction des automobiles a été graduelle, mais très limitée en nombre, et concentrée dans les quelques villes praticables en voiture, comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Les chiffres précis couvrant cette période ne sont pas documentés, mais le nombre global de voitures au Maroc était très faible. Le sport automobile a été introduit au Maroc en 1912 avec la toute première course sur un circuit d'une distance d'environ 90 km, reliant Rabat à Casablanca. Cette course fut remportée par une panarde qui a effectué le trajet en 5 heures. Ça vous donne une idée sur l'état de la route. 2 guerres mondiales plus tard, plus précisément en 1949, le parc automobile marocain comptait à peine 24 500 voitures, 9 000 camions et 8 400 camionnettes. La voiture était réservée à une élite urbaine composée principalement d'Européens et de quelques Marocains. À titre de comparaison, l'Espagne voisine comptait 1,5 million de voitures en circulation à la même année. C'est dire le retard accumulé par le Maroc dans le domaine automobile. À la fin du protectorat, le Maroc dispose enfin des basiques, une infrastructure routière urbaine et reliant les différentes villes entre elles, un savoir-faire dans la réparation des véhicules avec des ateliers dans les grandes villes, et une capacité de raffinage limitée du pétrole, du Garb à Sidi Kassem par la Société chérifienne du pétrole. Cette même société raffinait également le pétrole importé depuis l'URSS et l'Algérie. C'est tout ce que le Maroc avait ou savait faire, c'est dire que tout restait à faire dans le domaine de l'automobile. Le 24 décembre 1958, le roi Mohamed V arrive après 2 mois de négociations à convaincre un homme visionnaire de prendre la tête du gouvernement marocain. Il s'agit de Moulay Abdallah Ibrahim. En seulement 1 an et 4 mois à la tête du gouvernement, il a fondé Banque al-Maghrib, créé la monnaie nationale, le dirham, mis en place la CDG, la BMCE, ancêtre de Bank of Africa, la raffinerie La Samir, la CNSS, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, il était derrière la création de la société marocaine
de constructions automobiles. Pour y parvenir, il s'est appuyé sur le Bureau d'études et de participation industrielle, BEPI, un organisme d'intervention de l'État destiné à étudier proactivement les projets industriels, chercher des partenaires et participer au capital des nouvelles structures. Au moment où on parle, cet organisme n'existe plus. Il a été transformé en 1973 en Office pour le développement industriel, ODI, lui-même dissous en 2002 et ses actifs transférés à Agence nationale pour la promotion de la PME. Somaca était un pari créé à Casablanca en 1959 et approuvé par le souverain dans le Daïr, un -59-224 du 4 juillet 1959 et publié dans le bulletin officiel 2438 au 17 juillet de la même année. Elle a été construite par Fiat et par sa filiale française Simca Fiat. Son capital s'élevait à 10 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de l'époque, ou l'équivalent à 22 millions de dollars d'aujourd'hui. Il était réparti à raison de 40% au BEP, 20% à Simca, 20% à Fiat et 20% à des investisseurs privés marocains. Pour compléter le financement de ce projet, 2 emprunts auprès de différentes banques ont été levés. Et boum, le Maroc dispose de sa première usine automobile. L'usine a démarré en 1960 avec une capacité initiale de 6 000 voitures, extensible à 10 000 par an. Au départ, les ouvriers ne faisaient que du montage des voitures décomposées livrées à l'usine depuis l'Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui du CKD. Les ouvriers procédaient à leur assemblage et à leur garnissage complet, installant les sièges, coussins, glaces, appareillage électrique et mécanique, tableaux de bord, etc. Fiat a introduit graduellement des processus de fabrication, par exemple les ateliers de peinture et de fabrication de la caisse, par soudage des éléments emboutis, étaient les premiers concernés en 1962. La main-d'œuvre a été accompagnée sur la formation technique et la production supervisée par le constructeur pour veiller à sa conformité à ses standards de qualité. L'image de la marque était en jeu. Les premiers modèles montés étaient de type 600, 1500, 2300 de Fiat et 1000, Ariane et Aron de Simca. Le premier véhicule sorti de l'usine en 1962 était la Fiat 1100-103, dont l'usine a fabriqué 2247 unités cette année-là. Le projet prévoyait également l'intégration de composants fabriqués par des fournisseurs locaux. Plusieurs composants comme les batteries, pneus, glaces, sièges, radiateurs, etc. ont été soumis à une homologation méticuleuse pour vérifier la conformité stricte aux standards de qualité exigés par Fiat. Après 2 ans d'activité, le taux d'intégration locale a été de près de 30%. Le pari est réussi, surtout si on se rappelle d'où l'on vient. Le Maroc dispose à présent d'une industrie automobile, certes de taille très modeste, mais les fondements sont là. Contrairement à la pensée courante, la Somaca n'est pas le premier pas du pays dans l'industrie automobile. En fait, le premier investissement étranger de l'histoire du Maroc moderne concernait déjà cette industrie. Il s'agit d'une usine de Berliet, un fabricant français de camions et de poids lourds, et l'ancêtre de l'actuel Renault Trucks. 1 mois seulement avant la création de la Somaca, le BEPI avait signé un accord avec Berliet, selon lequel le gouvernement Ibrahim participait à hauteur de 40% dans le capital de 5 millions de dirhams, 1 million de dollars, soit 25 millions de dollars d'aujourd'hui, de la nouvelle société Berliet Maroc. L'objectif de cette unité industrielle est de couvrir la majeure partie des besoins du Maroc en camions, capables de supporter 5 tonnes de charge. À l'époque, cette usine était l'une des plus modernes et mieux équipées au monde, dotée d'une capacité de production de 2000 camions par an. La gamme des camions Berliet s'étend aux camions de 8, 12, 16 et même 26 tonnes, incluant tous les types, depuis les tracteurs routiers des châssis pour autocars aux camions bennes pour les travaux de génie civil. Le but poursuivi par le BEPI n'était pas seulement d'installer une usine capable de faire travailler 400 ouvriers dans le montage des camions Berliet. Son objectif principal était avant tout de créer une industrie pilote capable de couvrir les besoins intérieurs et une partie du marché extérieur, de donner naissance à une industrie de fabrication automobile au Maroc. Un autre projet automobile auquel le BEPI a participé
a été une usine de pneumatiques à Casablanca en association avec l'américain General Tire en 1958. Le capital de 12 millions de dirhams, soit 2,3 millions de dollars, ou 60 millions de dollars d'aujourd'hui, était réparti entre le BEPI et General Tire à hauteur de 42% et 52% respectivement. Les 6% restants venaient de divers investisseurs marocains. L'usine a livré son premier pneu en avril 1960 et à sa production en 1962 avait atteint les 10 000 pneus par mois. Les premiers débuts de l'industrie automobile étaient vraiment prometteurs. La stratégie était d'alimenter le marché marocain, économiser les devises grâce à la substitution des importations par des véhicules assemblés localement, mais également l'expansion progressive du tissu industriel dans les composants automobiles, et le moins que l'on puisse dire, c'était une réussite à l'échelle du Maroc. Dans cette période post-Seconde Guerre mondiale, le Maroc n'était pas le seul pays à chercher à créer une industrie automobile locale. L'Égypte avec Nasr en 1960, l'Algérie avec la SNVI en 1960, le Zimbabwe avec Willowvale Motor Industry en 1967, le Nigeria en partenariat avec Peugeot en 1967, ou encore plus tardivement le Kenya avec Sanyayo, car en 1980. Toutes ces tentatives ont soit échoué, soit ont été réduites à une échelle très petite, souvent survécues grâce à de lourdes subventions, restructurations et coûts pour le contribuable de ces pays, tout en créant très peu de valeur ajoutée, justifiant leur existence. Dans le cas du Maroc, l'industrie automobile en général, et la Somaca en particulier, passé les succès des premières années, la situation s'est dégradée graduellement. Elle a à son tour connu de très grandes difficultés à différents moments de son histoire. Cette usine a failli fermer au moins tous les 10 ans depuis sa création. Avant les années 2000, remplir le cahier de commandes a été une préoccupation permanente. Souvent portée à bras-le-corps par l'État et par les syndicats, le maintien de sa survie a non seulement relevé de la nécessité économique, mais également de la cause nationale. La première tentative industrielle du Maroc moderne ne pouvait pas se solder par un échec. Ce sentiment patriotique a pendant longtemps prévalu. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à la période difficile jusqu'à la fin des années 90, où l'industrie automobile marocaine avait accumulé un nombre important d'échecs, situation à laquelle cette industrie a survécu et a même pu rebondir ultérieurement pour donner les résultats qu'on connaît aujourd'hui.